Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Laurent Bosetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint de la ville de Lyon à la promotion du service public. Vous venez d'annoncer un choc d'attractivité pour les agents municipaux. Concrètement, c'est 10 millions d'euros pour augmenter tous les agents, sans distinction de poste, d'au moins 100 euros brut par mois, 1000 euros par an. Ça rattrapera finalement l'inflation? Alors 1000 euros net par an, ça rattrape l'inflation, mais ça ne rattrape pas 10 ans de gel du point d'indice pour les agents publics, qui a lourdement pénalisé le pouvoir d'achat des fonctionnaires. L'INSEE le pointait sur les 10 dernières années, entre 2011 et 2021. Le secteur privé a vu son pouvoir d'achat en salaire net augmenter de 5%, pendant que la fonction publique, elle, voyait le salaire net un peu tassé à une augmentation de 2% seulement. Et puis même au-delà du pouvoir Alors pourquoi d'achat, vous ne faites pas plus finalement? au-delà, alors du coup, 1000 euros net par an, c'est vraiment une mesure significative. Donc Lyon, en tant qu'employeur, prend vraiment ses responsabilités. Vous regarderez justement en France, il y a très peu de collectivités qui vont jouer sur le levier local du régime indemnitaire. Donc on prend nos responsabilités pour la gratification des fonctionnaires. Et pour autant, malheureusement, ce régime indemnitaire, il ne compte pas pour la retraite. C'est-à-dire qu'on va, sur le temps présent, mieux rémunérer les agents municipaux de la ville de Lyon. Et pour autant, si le gouvernement, l'État ne prend pas ses responsabilités sur des revalorisations régulières du point d'indice, ce seront demain des travailleurs pauvres à la retraite. C'est une augmentation pour les agents. On en voit plusieurs quand même. Le gouvernement a annoncé, notamment dans l'éducation nationale, pour les enseignants avec un peu d'expérience, c'est jusqu'à 2500 euros. Finalement, donc c'est un geste fort, mais vu l'inflation et vu les annonces un peu partout, ça reste dans la moyenne de ce qui est fait. Oui, alors en fait, il y avait forcément un enjeu pour nous de répondre à l'inflation, à la question présente du pouvoir d'achat. Et puis, comme je le disais, comme les fonctionnaires ont été pénalisés pendant une dizaine d'années sur le gel du point d'indice, mais également par des discours finalement anti-fonctionnaires, de fonctionnaires bashing, à dire il y a trop de fonctionnaires, on va diminuer la dépense publique, comme si finalement ils ne produisaient pas de la richesse, ces fonctionnaires, ils ne produisaient pas un service rendu aux populations. Eh bien, il y a une forme de dépréciation aujourd'hui du service public et des vraies difficultés à recruter. On avait quelques métiers en tension au début de mandat. Et en fait, aujourd'hui, dans toutes les collectivités, la liste des métiers en tension s'allonge. Et on a un risque, je le dis avec ces mots-là, d'effondrement du service public, c'est-à-dire des services publics qui ne peuvent plus être rendus à la population, ou alors la qualité est excessivement dégradée, ce qui ne nous paraît pas admissible. Et ça suffira, 1000 euros par an, pour résoudre ce problème d'attractivité? Alors c'est un des éléments, mais en fait la ville de Lyon ne joue pas que sur le terrain salarial. En fait, l'attractivité, mais aussi la fidélisation des agents, ça passe après par la qualité de vie au travail, ça passe par des mesures pour l'égalité femmes-hommes, passe par l'accompagnement via des politiques sociales de l'employeur pour les salariés les plus modestes. On a un certain nombre de leviers à brandir. Un des leviers qu'on brandit aussi, c'est le sens au travail, et on réaffirme régulièrement dans la collectivité et dans la manière de faire qu'on est fier de notre service public. Ça n'est pas si anodin de le dire, tellement les discours jusqu'à présent étaient finalement sur la suppression de postes des fonctionnaires et la dépréciation du service rendu. Est-ce que le vrai levier à utiliser, ce ne serait pas le logement, proposer des logements aux agents? On sait que c'est la raison pour laquelle les centres-villes ont beaucoup de mal à recruter. Exactement. Alors c'est vrai que pour les grandes métropoles, c'est un obstacle supplémentaire, la question du logement, qui est vraiment dissuasif. Notamment pour nous, on a 2 tiers d'agents de catégorie C, c'est-à-dire du coup des rémunérations qui sont relativement modestes et qui peinent à se loger, alors que c'est pourtant eux qui rendent les services en première ligne à la population. C'est pour cela qu'avec ma collègue Zemorda Kelifi, qui est vice-présidente aux ressources humaines à la métropole de Lyon, on a travaillé ces derniers mois des propositions sur la question de l'accès au logement abordable pour les fonctionnaires territoriaux et qu'on propose via l'association des grandes collectivités France Urbaine au gouvernement avec une sollicitation de rendez-vous justement au gouvernement pour pouvoir porter nos mesures et qu'elles puissent être intégrées autant que possible pour certaines en 2024 sur les projets de loi autour de la fonction publique. Mais la ville de Lyon ne fera pas un effort particulier sur ce sujet-là. Alors si, en tant que collectivité, nous-mêmes, on a fait des efforts. On a repriorisé dans les critères d'attribution des logements sociaux aussi les agents municipaux. Et on a également passé des conventions avec des bailleurs sociaux locaux pour pouvoir attribuer un certain nombre de logements à des agents municipaux, évidemment sous condition de ressources. Alors juste avant les fêtes, vous aviez aussi annoncé un plan handicap. On est arrivé en 2020, 11% des bâtiments de la ville de Lyon étaient accessibles. On serait à 20% aujourd'hui,
très loin d'un objectif de 100% qui avait été fixé en 2005. Là, vous annoncez 16 millions d'euros, donc un budget qui est doublé. Ça ne suffira pas à aller vers les 100%. Oui, quelques dates, le constat est assez terrible. En 2005, loi sur l'égalité, on doit mettre finalement tous les bâtiments en conformité. 2015, 10 ans après, la ville de Lyon lance l'agenda d'accessibilité programmée, une obligation réglementaire pour mettre en accessibilité ces bâtiments. Et en 2020, quand on prend nos fonctions, seulement 11% de bâtiments le sont, alors qu'on devrait être à 100% aujourd'hui, en 2024. Donc il y a un retard considérable. On parle, nous, de dette d'accessibilité. On sait que maintenant, en une année, on ne va pas résoudre le problème. Donc on a décidé au conseil municipal de décembre de doubler notre programmation pluriannuelle d'investissement, en passant de 8 millions à 16 millions. On avait un agent chef de projet accessibilité à la ville de Lyon quand on a commencé le mandat. On a quintuplé l'équipe. Maintenant, ils sont 5. Et tout ça pour avoir à la fois de la bande passante au niveau des services et des vrais budgets pour pouvoir faire progresser l'accessibilité autant que possible à 50% d'ici fin 2026. Donc c'est une forme de rattrapage accéléré, mais qui nous engage, ou qui engage en tout cas le prochain exécutif sur le mandat suivant à terminer le travail. Quand est-ce qu'on arrivera au 100%? Eh ben, on l'espère du coup sur 2 mandats, même si on sait qu'après à Lyon, on a des problématiques, on va dire, historiques, techniques, de transformation des bâtiments, puisqu'on a un patrimoine par rapport à d'autres collectivités qui est plus ancien et qui nécessite souvent des travaux plus lourds, en lien notamment avec les ABF. Et pour autant, il ne faut pas s'en servir comme une excuse, il faut avancer et mettre des moyens. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a repoussé, a repoussé la perspective des amendes pour les collectivités qui sont en retard. La ville de Lyon aura été sanctionnée? Alors, il n'a pas repoussé les obligations réglementaires et les amendes qui peuvent s'imposer aux collectivités. Simplement, l'État est aussi concerné par ce retard et je pense, de manière assez opportune, ne pénalisera pas des collectivités là où l'État lui-même n'est pas en conformité sur ses propres bâtiments. Et pour autant, ça n'est pas parce qu'il y aura sans doute une clémence, une bienveillance de l'État par rapport à des sanctions financières qu'il ne faut pas agir. C'est pour ça qu'en tout cas, nous, on s'est engagé à travers une délibération à ces moyens supplémentaires et on en répond régulièrement devant les associations représentatives des personnes en situation de handicap en commission communale d'accessibilité où on va partager l'évolution des chantiers et surtout les prioriser avec les personnes concernées. L'État avait annoncé 1,5 milliard sur le plan accessibilité, dont 500 millions pour les collectivités. C'est pas sur cette enveloppe-là que c'est pas cette enveloppe que vous allez utiliser. Non, alors cette enveloppe, bon, c'est déjà un bon signe de mettre des budgets sur l'accessibilité. C'est principalement des commerces de 5e catégorie qui vont en bénéficier et des collectivités qui sont plus en difficulté financière, des petites communes. Et la ville de Lyon n'en bénéficiera pas sur ses propres bâtiments municipaux. Pour autant, j'appelle les commerçants, les commerçantes lyonnais et lyonnaises à se saisir de cette enveloppe, de ce fonds territorial qui est dès à présent, qui peut être activé pour mettre en conformité les commerces. C'est une opportunité budgétaire qui leur est donnée. En tout cas, vous multipliez les annonces en ce moment, puisqu'il y a aussi les congés paternité qui sont alignés sur les congés maternité, les congés menstruels qui ont été créés. Pour quelle enveloppe budgétaire? Alors l'enveloppe budgétaire, elle est constante sur cette question de l'égalité professionnelle, congé paternité, congé menstruel, autorisation d'absence pour une interruption de grossesse, tout simplement parce qu'on va prendre en fait sur nos enveloppes de remplacement, quand il y a besoin de remplacer les agents ou les agentes qui vont s'absenter. Donc ça se fait à moyen constant. On souhaite vraiment rendre... Il y aura moins de remplacements par ailleurs. Non, en fait, on est sur des logiques à la fois de remplacement et puis aussi de continuité de service. Je vais prendre par exemple un cadre qui est amené à s'absenter. C'est souvent quelqu'un dans le service qui va prendre la continuité en fait, du responsable et être gratifié avec une prime. Ce n'est pas un remplacement en tant que tel, mais du coup, il y a une continuité qui se fait. Vous avez trouvé de l'argent magique, en tout cas, pour toutes ces annonces? Alors, il n'y a pas d'argent magique. Ce sera une augmentation des impôts à la fin? Non, il n'y a pas d'argent magique. On a augmenté les impôts une fois sous le mandat. C'était important dans un contexte d'inflation. On a une trajectoire budgétaire qui est constante, qui a été annoncée par notre adjointe aux finances, Audrey Enoch. Et pour l'instant, on la respecte. On est même plutôt en deçà au niveau de l'endettement qui était prévu sur la fin de mandat. Donc, on est dans les clous et on le fait avec responsabilité. Un dernier mot sur la France Insoumise. Vous avez été élu
avec Lyon 1 commun et LFI aux dernières municipales. On a vu que vos camarades à la métropole ont quitté la France Insoumise avec Père des Fracas. Ce n'est pas votre cas, vous restez à LFI, fidèle? Oui, alors fidèle à LFI, à l'avenir en commun, au programme, on va dire rouge et vert qui nous motive. Les collègues du coup qui ont démissionné de la mairie du 8e on est toujours dans le même groupe, donc il n'y a pas de, comment dire, de dissension entre nous. On continue à travailler au service des Lyonnaises et des Lyonnais à travers Lyon en commun. Et sur cette Et question vous de leur restez démission, fidèle à Jean-Luc Mélenchon? sur cette démission de la France Insoumise, moi ce que je dis, et à l'ensemble de mes camarades de la France Insoumise, c'est qu'en même temps, ce départ, on ne peut pas s'en réjouir, et je pense qu'il faut entendre les déceptions. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été remontés par ces camarades qui quittent la France Insoumise, la question de la gouvernance, par exemple, qui est très aujourd'hui sans doute personnifiée, très parisienne, et qui à un moment ne donne peut-être pas la place aux élus locaux dans les collectivités. Et puis d'autre part, il faut le reconnaître aussi, parce qu'on est un jeune mouvement, je dirais qu'on est un excellent parti d'opposition, mais encore trop peu aux responsabilités. Trop peu aux responsabilités, ça veut dire à un moment donné accepter d'entrer dans des exécutifs locaux, accepter à un moment d'être dans des majorités plurielles, comme on a essayé de le faire avec la NUPS, qui aujourd'hui malheureusement, et je le regrette, est fragmentée. Il faut retrouver des stratégies unitaires au niveau national, c'est pas facile parfois avec des dissensions, mais aussi au niveau local. On sait le faire dans des exécutifs. Je pense ici à des grandes villes locales, Lyon, Grenoble, Villeurbanne. Et je pense que c'est un schéma qui est reproductible à plus grande échelle. Voilà, pour un moment dépasser les ornières et les enfermements dans des boutiques. Je le dis pour la France Insoumise, ça vaut pour d'autres partis. Le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, le problème, c'est pas Jean-Luc Mélenchon en tant que tel, c'est simplement qu'à un moment donné, avoir une incarnation du mouvement qui ne passerait que par une personne, ça nous enferme, très clairement. On a d'autres visages aussi à la France Insoumise qui parfois disent à un moment donné qu'il faudrait faire évoluer le mouvement au niveau national. Et on garde finalement une personnification qui est très importante. Donc je pense qu'il faut faire émerger des visages. Au niveau national, c'est important, mais aussi au niveau local, à un moment, défendre des alliances plurielles et multiplier finalement des majorités plurielles dans les collectivités locales. Laurent Bosetti, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.